Je vous remercie, Monsieur le Président de séance. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons devant nous un budget réfléchi, avec un fil conducteur et qui s'attaque aux problèmes de notre économie à la source. Pour la première fois depuis longtemps, nous avons un budget où nous ne faisons pas semblant. Au fil des 10 dernières années, l'exercice budgétaire a été perverti par l'ancien gouvernement. Il est donc urgent d'assainir nos finances, de rompre avec ce cercle vicieux, d'investir dans les secteurs d'avenir et de bâtir une croissance économique solide, durable et crédible. Et le budget présenté a pour but de faire exactement cela. Chaque roupie compte et nous devons impérativement faire des efforts pour réduire notre niveau de dette. C'est donc pour cela qu'il a fallu, entre autres, venir de l'avant avec une réforme pour l'âge de pension du Basic Retirement Pension. D'abord, l'âge de départ en retraite à Maurice est déjà de 65 ans depuis 2008. Il faut également rappeler que notre système de pension universelle a été rendu possible pendant toutes ces années, avant tout parce que la démographie de notre population le permettait. Aujourd'hui, compte tenu de la tendance démographique qui pointe vers le vieillissement de la population et le problème qui est la fuite de nos cerveaux, il y a une pression énorme chez les jeunes employés pour soutenir le système de pension. Je ne vais pas répéter les chiffres déjà mentionnés, mais ils sont ce qu'ils sont et l'enjeu est le suivant. Soit nous faisons la réforme aujourd'hui, soit la pension devra être réduite demain, ou pire, il n'y aura pas de pension du tout pour qui que ce soit dans quelque temps. Donc oui à la réforme de la pension, mais oui aussi au comité mis en place pour ajuster, pour aider les plus vulnérables. Merci au Premier ministre d'avoir été à l'écoute. J'encourage à continuer, à consulter, à comprendre les inquiétudes. Et oui aussi au sacrifice partagé. L'histoire sera toujours là pour nous guider. De bien des façons, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation que nous avons déjà surmontée par le passé. Un passé, certes, où je n'étais pas encore née, mais je me suis un petit peu renseignée. En 1982, le pays était, pour des raisons différentes, dans une situation économique tout aussi inquiétante. Dette étatique trop importante, déficit budgétaire grandissant. Et de la même façon, en 1982 comme en 2025, il aura fallu coopérer avec les entités internationales. Je dis bien coopérer, pas se soumettre, et prendre certaines décisions difficiles pour augmenter les revenus de l'État et assurer l'avenir du pays. L'introduction de la sales tax, par exemple, par le ministre des Finances d'alors, a été une mesure qui n'était pas très populaire, mais elle aura permis de poser les jalons du miracle économique de la décennie qui a suivi et dont bien des générations ont pu bénéficier. La décision d'instaurer la sales tax n'était certainement pas une décision facile. Mais comme la réforme de la pension aujourd'hui, c'était une décision nécessaire pour ne pas sacrifier les générations suivantes. Et d'ailleurs, aucun gouvernement n'aura ensuite remis en question la sales tax, bien au contraire. Et la population, dans son ensemble, avait compris et reconnu la vertu du sacrifice qui leur était demandé. Mais l'acceptation du sacrifice avait été facilitée, entre autres, par le fait que les dirigeants avaient choisi de montrer à la population qu'elle n'était pas seule à se sacrifier. Les dirigeants et dirigeantes s'étaient joints à l'élan de solidarité en refusant la compensation salariale, en abolissant les privilèges duty-free, en réduisant de 5% les salaires des ministres, en réduisant le train de vie de l'État. Bien sûr que ce n'était pas ça qui avait redressé l'économie ou évité une troisième dévaluation de la roupie. Mais le geste était symbolique, solidaire et exemplaire. L'exemplarité inspire confiance, motivation et suscite l'adhésion. Le budget de 1982-1983 avait réussi à relever 3 défis.
Bien sûr, d'abord celui d'avoir, comme je l'ai dit, amorcé le miracle économique qui a suivi. Ensuite et surtout, celui d'avoir suscité l'adhésion de la population malgré ces mesures difficiles. Et enfin, celui d'avoir réussi à protéger les couches sociales les plus défavorisées en dépit des contraintes et recommandations du FMI. Et sur ce dernier point aussi, le parallèle peut être fait avec le présent budget, qui est à féliciter parce qu'il tient compte des réalités et des capacités de chaque composante de notre société. En effet, les diverses allocations qui étaient versées resteront telles quelles pour les plus démunis, pour ceux sur le registre social. Aussi, 81% de la population ne paiera pas d'income tax. La TVA sera supprimée sur certains produits alimentaires spécifiques. Un fonds de 2 milliards est en train d'être mis en place pour la stabilisation des prix, alors que de l'autre côté, nous demandons un fair share contribution aux plus fortunés d'entre nous, une contribution de 15% supplémentaire. Il en va de même pour les compagnies à qui nous demandons une petite contribution de 5% si leur revenu imposable annuel est supérieur à 24 millions. Nous demandons un petit effort supplémentaire de 2,5% aux banques. Nous demandons aux Smart Cities de ne plus se reposer sur les exemptions dont elles bénéficiaient. En bref, nous demandons davantage à ceux qui peuvent davantage et nous protégeons les plus démunis. Il faut aussi souligner les mesures sociales qui sont très louables, comme celle qui prévoit le remboursement des frais de transport pour les personnes souffrant d'autisme, celle qui prévoit la formation d'interprètes en langue des signes, les interprètes qui sont un maillon essentiel pour l'inclusion de nos compatriotes en situation de handicap. Et j'en profite pour suggérer à nouveau que nos débats parlementaires soient retransmis en direct en langue des signes, toujours dans un souci d'inclusion. Je salue également la décision d'élever le barème en place pour pouvoir bénéficier d'un logement social, la décision de mettre en place un Ombudsperson for Health Services, une mesure dont je me réjouis ayant été marquée par de bien tristes histoires. Pour ce qui est de l'environnement, j'aimerais saluer particulièrement la mise en place du Deposit Refund Scheme sur les bouteilles en plastique PET, dont l'impact négatif sur l'environnement, sur la faune, sur notre flore, n'est plus à démontrer. Un système de remboursement pour chaque bouteille vide collectée et disposée d'une façon écologique à des fins de recyclage. Un système qui a fait ses preuves à l'étranger et que nous viendrons bientôt proposer à la Chambre à travers un projet de loi. J'aimerais également saluer la décision du gouvernement d'allouer 30 milliards à la mise en place de projets de production d'énergie renouvelable. Cette mesure, couplée avec notre engagement d'investir 550 millions dans la formation, la reconversion et le développement de compétences pour les métiers d'avenir, jettera des bases solides pour un secteur d'activité en forte demande. Des projets qui seront réfléchis et encadrés comme il le faut, grâce aussi à l'engagement de revoir le National Development and Land Use Planning. Ce budget s'attaque aussi à un des défis environnementaux, un des plus gros défis environnementaux qui nous est posé, celui de la gestion de nos déchets solides. Il a été annoncé dans le budget un plan concernant une stratégie de Waste to Wealth qui servira à améliorer la gestion des déchets sur le long terme. Sur le court et moyen terme, le développement de 2 centres de tri et de compostage est déjà en cours, mais je saisis l'occasion pour lancer un appel à tous les entrepreneurs mauriciens de prendre avantage de ce budget qui identifie clairement les secteurs qui seront appelés à se développer fortement dans les années à venir et à saisir également toutes les opportunités qui se matérialisent sous le Innovative Mauritius Scheme. Et en parlant d'environnement et d'innovation, je ne peux finir mon discours sans faire un appel que je renouvelle presque tous les ans maintenant. J'aimerais demander humblement au ministre des Finances et à son junior ministère que soit considérée pour les années à venir une réforme de notre système de comptabilité nationale afin d'y inscrire des indicateurs sociaux et environnementaux. La Banque mondiale, par exemple, encourage une approche visant à mieux appréhender les liens entre environnement et économie et encourage une croissance qui ne se fasse pas au détriment des richesses naturelles. En d'autres mots, elle propose une méthode de calcul de la croissance économique qui prend en compte le capital naturel. Cette méthode de calcul permet d'avoir une vision plus holistique de la richesse de notre pays,
de soutenir une croissance plus durable, plus équitable, en bref, une méthode de calcul qui nous permettra de prendre les meilleures décisions qui soient pour le pays. Mais pas que. Elle permettra aussi, certainement, de sécuriser de l'investissement provenant des fonds internationaux en place pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. En conclusion, ce premier budget de l'Alliance du changement est celui du retour de la responsabilité, de la cohérence et de la vision. Aujourd'hui, nous n'avons pas le luxe de l'inaction. Nous faisons le choix du courage plutôt que celui de la facilité pour préserver ce qui peut encore l'être et assurer aux générations futures la garantie de pouvoir bénéficier d'un héritage social qu'ils auront eux aussi bâti par leur travail. Cette pension de la réforme, plus précisément, n'est pas un reniement, c'est un acte de courage et de responsabilité. Et le courage, c'est prendre des décisions difficiles, mais c'est aussi savoir se remettre en question. Il nous faudra ajuster, écouter les critiques, comprendre les inquiétudes, apprendre de notre passé. Et nul doute que la population comprendra que rien de solide ne se construit dans la facilité. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de nous unir autour de la vérité et de faire primer l'intérêt général sur la peur et la démagogie. Je vous remercie.